On va débuter. Donc, nous sommes très heureux à l'UIR, à Sciences Po Rabat, d'accueillir le docteur Jalil Benani, psychiatre, psychanalyse, écrivain, qui vient nous présenter ses dernières réflexions, qui sont en réalité ses premières, mais qu'il reprend sur la question du migrant, de la migration, de l'exil, face à l'institution médicale. Il vient de rééditer aux éditions La Croisée des Chemins un livre sorti en France dans les années 80, je crois 1980 si je ne m'abuse, Le corps suspect. Si vous voulez vous le procurer, il est là, il fera aussi des belles dédicaces. C'est un très bel ouvrage et on va essayer d'en discuter ensemble et d'en débattre. Pourquoi un très bel ouvrage? Parce que ce qu'il nous présente aujourd'hui, Jalil Benani, c'est quelque chose d'une grande contemporanéité. C'est quelque chose qui continue aujourd'hui à alimenter les débats. Ce qui s'est passé en France à une certaine période où les migrants étaient suspectés d'abuser du système de sécurité sociale, étaient toujours suspectés d'intrusion, c'est-à-dire que leur place, jusque dans leur corps, jusque dans leur présence corporelle, était systématiquement mise en cause. Finalement, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué. Peut-être ça a évolué pour certaines catégories de migrants, ou peut-être ça a évolué dans certains pays, mais on le voit avec la question marocaine, avec la question des migrants étrangers au Maroc, on se repose les mêmes questions. Mais pourquoi sont-ils là? Pourquoi viennent-ils là? Il n'y a pas de place pour eux. Nous avons déjà suffisamment de problèmes nous-mêmes, etc., etc. C'est des questions que se posaient les Français à la suite de 1974, lorsque officiellement la migration de travail s'est arrêtée. Donc nous aurons l'occasion, bien sûr, après la conférence, de débattre avec Jalil Benani et non seulement de débattre avec lui de son livre, de ce qu'il présentera, mais n'hésitez pas aussi à parler de choses plus proches de vous, plus proches de nous, je serai là aussi pour faire la médiation de ce débat. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir le docteur Jalil Benani. Merci de votre présence. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Bon, écoutez, c'est vraiment un plaisir de me retrouver ici avec les étudiants de l'UIR. Je suis venu il y a 1 an pour parler justement des jeunes. C'était mon livre sur les jeunes, les réseaux sociaux, le rapport à l'autorité, etc. Donc, d'une certaine manière, je vais essayer de continuer en m'adressant d'une façon préférentielle à vous par rapport à ce qui peut vous interpeller sur le thème de l'exil et la migration. J'aime bien les premières réflexions et les dernières parce qu'au fond, ce livre qui ressort après 30 ans m'a permis de mesurer un parcours. Et quand on mesure un parcours, on voit les choses qui se répètent et les choses qui sont nouvelles. Hein. Alors, il y a à la fois les premières choses et il y a les dernières. Et la vie, c'est un peu comme ça. Il y a une série de tours qu'on fait dans la vie pour revenir sur des choses qu'on fait. Et c'est très important aussi par rapport à la question de la mémoire et on aura l'occasion d'en parler. Alors, merci beaucoup à Mehdi Aliwa de m'avoir invité. C'est un plaisir puisque nous travaillons sur ce thème avec donc des préoccupations communes et complémentaires. Et vous allez le voir dans la discussion. On a eu un premier round il n'y a pas longtemps à l'Institut français. Et après celui-là, on va continuer. Et Mehdi Aliwa va vous l'annoncer. Alors, et en plus du fait que je vais essayer de m'adresser à vous par rapport aux préoccupations de la jeunesse sur ce thème, Mehdi Aliwa m'a demandé de parler en tant que praticien. Et oui, vous avez en face de vous un praticien qui élabore, et à partir de ma pratique, je théorise des choses et je transmets des choses. Et donc, je vais essayer justement de vous dire comment les choses se passent de la pratique et se nouent dans le social et dans le politique, puisque c'est votre matière. Alors, je commence en parlant de moi. Vous savez, moi, j'ai fait ma formation, j'ai commencé à Rabat, puis j'ai fini à Paris, et j'ai été sollicité pour voir des migrants, maghrébins, je précise, parce que il y avait des institutions qui recevaient les migrants, il y en avait qui étaient en panne avec les migrants,
et il y avait, disons, des préoccupations différentes selon des nationalités. J'ai été sollicité pour travailler, par exemple, dans un centre qui s'appelle le centre Françoise Minkowska, où on recevait essentiellement des réfugiés d'Europe centrale. Et petit à petit, la consultation s'est développée au portugais, puis au maghrébin, puis au subsaharien, à l'époque déjà, en France. Voilà. Donc j'ai été sollicité pour m'occuper d'une section, de la section maghrébine. Alors a priori, c'est très séduisant et ça paraît tout à fait naturel, en tant que maghrébin, de m'occuper de maghrébins. Quand je dis maghrébin, c'est Maroc, Algérie, Tunisie. Et dans l'expression, dans les dialectes, dans les modes d'être et de s'exprimer, il y a des choses, comme vous le savez sans doute, très très proches. Donc ce n'était pas une section marocaine, mais maghrébine. Mais très vite, je me suis aperçu que ce qui paraissait évident par rapport au fait de s'occuper en tant que Marocain, Maghrébin, des Maghrébins, ce qui paraissait évident à première vue ne l'est pas forcément. Et donc ça, je vais m'en expliquer tout à l'heure, parce que les questions du migrant, et on le voit combien aujourd'hui, soulèvent tout à la fois les questions liées à la société d'accueil et à la société dont ils sont originaires, et encore. Quand on dit l'origine, de quelle origine il s'agit? Est-ce que c'est leur origine? Est-ce que c'est celle de leurs parents? Ou est-ce que c'est une origine tout à fait imaginaire? Voilà. Et donc on le voit aujourd'hui, hein, combien le retour ou la fiction des origines, elle peut produire plus que des fictions, elle peut produire des dérives et des désastres. Mais en tout cas, ma problématique, qui est celle d'aujourd'hui toujours, qui est à la fois celle des migrants, des enfants de migrants ou des subsahariens chez nous, c'est que le migrant soulève à la fois des questions liées à la société d'accueil et la société dont il est originaire d'une façon effective ou imaginaire. Et c'est ça qui a fait que le livre a eu du succès à cette époque. C'est-à-dire que j'ai montré que le migrant, au fond, il ne pose pas des questions qui lui sont seulement spécifiques à lui, mais il pose des questions qui interrogent la société d'accueil. Et quand vous dites aux gens, écoutez, l'autre, ce n'est pas quelque chose qui t'est extérieur, mais l'autre, il réveille en toi des choses qui sont méconnues en toi, ça interpelle. Alors je vais vous donner une illustration très très concrète à travers d'abord une partie, disons, médicale. Hein, voilà, enfin, je vais parler un peu, un discours un peu spécialisé, mais enfin dont je sortirai, rassurez-vous, pour l'articuler à la question du social, de l'économie et du social. Alors, il y a un concept, Medialia, qui m'a bien lu, je te remercie, m'a demandé de vous parler de ça et d'insister sur ça. Il y a un concept qui était en cours à cette époque-là et qui s'appelle la sinistrose. La sinistrose, c'est un concept qui décrit des malades qui ont été considérés, qui ont eu des traumatismes et qui ont été considérés comme guéris, mais qui continuent à souffrir. Concrètement, les médecins, quand ils reconnaissent la souffrance, en ne reconnaissant qu'une souffrance physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un bras ou une jambe ou qui a reçu des coups sur la tête, il peut avoir une reconnaissance de son incapacité chiffrée parce qu'il y a des chiffres et des codes dans la sécurité sociale qui est de 30, de 50, de 90%. Il se trouve qu'il y a une catégorie qui souffre, mais qui n'a pas forcément des lésions objectivables. C'est-à-dire, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal au dos. Ça ne se voit pas forcément dans les radios et on n'est pas forcément fracturé. Alors, c'est ce qu'on appelle une souffrance subjective. Faut-il reconnaître cette souffrance ou dire non, celle-là, elle ne compte pas? Le problème qui s'est posé avec les Maghrébins, c'est de dire cette souffrance-là, elle est subjective. Et c'était le mot subjectivité que je revendique. Hein, je suis un praticien de la subjectivité. Mais il était connoté péjorativement. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'agissait du migrant, eh bien, on considérait que cette subjectivité, elle était intentionnellement dirigée vers une recherche de compensation, de rente
et qu'elle était liée directement à des revendications autres qui ne sont pas d'ordre médical. Et d'ailleurs, non seulement la suspicion existe dans la connotation péjorative qu'il y avait dans le mot de subjectivité, mais elle existe dans la définition même de la sinistrose. Alors c'est là que le discours médical subit des glissements. C'est-à-dire que, je ne cite pas, je vous le dis comme ça, c'est-à-dire que la sinistrose est définie comme donc une entité et par laquelle les malades continuent à souffrir, et on ajoute et croient de bonne foi avoir droit à une indemnisation. Et voilà comment commence le glissement. C'est-à-dire qu'on lie directement la souffrance à la revendication, à la recherche de bénéfices, pas simplement bénéfices psychiques, parce qu'après tout, les bénéfices psychiques existent. Quand quelqu'un est malade, il a envie d'être entouré, d'être soutenu. Tout ça, c'est des bénéfices normaux de la maladie. Mais le bénéfice matériel, c'est tout à fait autre chose. Alors, ça donnait des conflits inextricables avec la sécurité sociale. C'est-à-dire que moi, me plaçant du côté du patient, je disais, bon, écoutez, on ne peut pas mesurer cette souffrance-là. Vous considérez qu'elle est de 5%, et le patient, lui, il souffre à 90%. Donc le problème, c'est celui de la mesure de cette souffrance. L'autre chose, qui est que des gens qui ont eu des accidents dans un pays d'accueil revendiquent, si vous voulez, une reconnaissance de la lésion ou du dommage survenu dans le cadre du travail. Et là, le discours psychiatrique, alors j'y viens, faisait une sorte de perversion en coupant le patient de son contexte. Ce que vous avez, d'accord, vous avez subi un préjudice, mais si vous souffrez autant, c'est que vous aviez des problèmes avant. Et c'est là que commençait, disons, le gros malentendu, et qui conduisait, bien sûr, le patient à souffrir davantage et à refuser encore plus de se remettre au travail ou de se considérer comme partiellement atteint et partiellement guéri. Donc voilà. Alors, donc si vous voulez, j'ai dénoncé ce concept en ce sens que les concepts, ils ont un usage. Les concepts ont une histoire. Les concepts ont une utilité. Je vous donne des exemples. D'abord, en ce qui concerne la sinistrose, bien après avoir fait ce travail, j'ai fait un travail sur l'histoire de la psychiatrie maghrébine, parce que, pour dire un mot encore de mon parcours, quand j'ai fait ce travail, quand j'avais fini ce travail, ben, il me semblait, quand j'ai critiqué et déconstruit, démonté les rouages institutionnels, ben, il me semblait naturel que si je voulais approfondir des choses de ce qu'on appelle la psychopathologie marocaine, maghrébine, c'est en dehors des rouages institutionnels. Parce que quand il y a effectivement, quand il y a des questions sociales, etc., il faut d'abord déconstruire ça et faire la part de chaque chose. Donc, j'ai dit que c'était au fond... oui, alors, concernant l'histoire, donc en faisant l'histoire de la psychiatrie maghrébine, je me suis aperçu deux choses: que le concept de sinistrose n'avait pas été inventé pour les Maghrébins, mais pour des patients bretons qui travaillaient en 1911 dans le bâtiment, et que les psychiatres coloniaux, à Alger notamment, utilisaient beaucoup le terme de sinistrose pour définir justement les blessés de guerre, etc. Et donc là aussi, c'était quand même dans un contexte idéologique donné, et la science n'était pas isolée du contexte politique et idéologique. C'est évident quand on lit les écrits coloniaux. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc les concepts ont une histoire et sont liés au contexte historique et politique. Donc à ce moment-là, j'ai dit, bon, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ce que soulève ce sinistrosé, parce que heureusement, je travaillais avec des patients français aussi. Et donc, je voyais que la souffrance, elle est universelle. Simplement, chez les uns, elle peut s'exprimer d'une façon différente, ou elle peut être majorée. Et des fois, le migrant peut soulever d'une façon caricaturale, carrément, les problèmes qu'il vit. Par exemple, quand quelqu'un dit qu'il souffre et qu'il n'est pas entendu,
il va amener une carte, il va amener un schéma anatomique et montrer au médecin que voilà d'où il souffre, etc. Donc, à la fois, c'est très rigolo. J'ai vu des choses comme ça. Enfin, rigolo, c'est-à-dire c'est caricatural. C'est-à-dire que j'ai vu des patients qui souffrent sans qu'on objective, mais qui montraient sur le schéma anatomique où ils souffraient. Donc, pour parler le discours du médecin. Donc, en partant de cela, j'ai dit les Maghrébins soulèvent une problématique qui est aussi celle des institutions françaises et par lesquelles, justement, l'institution française doit être amenée à reconnaître le préjudice psychologique autant que le préjudice physique. Et que aussi, c'est l'autre volet, et c'est ce qui vaut le titre du livre, le fait que la médecine soit en panne, parce que des gens qui sont au carrefour, vous savez, le migrant, c'est vraiment une école, la migration. C'est vraiment une école parce qu'on est au carrefour de questions individuelles, psychologiques, culturelles, sociales, religieuses, économiques et politiques. C'est vraiment un carrefour et c'est une école. Et j'apprends, j'ai beaucoup appris et je ne cesse d'apprendre avec la question de la migration qui est aujourd'hui une des grandes questions de notre époque, comme vous le savez. Donc, partant de là, si vous voulez, partant de la migration et de ce qu'elle soulève, j'ai constaté donc que le rejet qui était vécu à l'extérieur, c'est-à-dire quand quelqu'un est reconnu, stigmatisé à partir de son faciès ou de son origine, c'est quelque chose qui se reproduisait à l'intérieur même des hôpitaux. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait voir à l'extérieur, bon voilà, un tel, on va contrôler ses papiers, ben, dans l'hôpital, on va dire c'est un sinistrosé, celui-là, encore un. Voilà, des choses comme ça. Sauf que les médecins, ils ont la couverture de la science, mais une science qui n'est pas dépourvue, justement, d'arrière-pensée économique, politique et idéologique, qui agit des fois d'ailleurs à l'insu des médecins. Quand il y a des jeunes médecins à qui on a appris que c'est un sinistrosé, ils ne se posent pas des questions. Mais nous, on doit justement, avec les jeunes, avec les étudiants, montrer toutes les déclinaisons, justement, d'une appellation, d'un diagnostic, etc. Donc, en travaillant à la fois avec des patients français, maghrébins ou autres, j'ai été amené à constater qu'il y a des patients maghrébins qui ne demandaient pas spécialement à voir un maghrébin, c'est-à-dire qui voyaient un thérapeute français avec lequel bon, ben, il y avait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un transfert, c'est-à-dire avec lequel ça se passait bien, sauf que quand le thérapeute n'arrivait pas à le sortir d'affaire, parce qu'il y a toute cette problématique, il disait, bon, donc il faut voir quelqu'un de chez toi. Et voilà, alors donc il coupe le transfert, il coupe ce qui est dans la relation et il renvoie vers la pseudo-appartenance à l'origine ou culturelle, etc., qui est censé mieux comprendre. Or, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'abord de résoudre des problèmes. Il s'agit que le patient arrive à s'exprimer avec celui avec lequel il veut s'exprimer. Si vous parlez français, vous voulez parler en arabe, vous parlez en arabe. Si vous avez le portugais, vous préférez parler en français, vous parlez en français. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est la relation qui est établie. Et des fois, on préfère parler à quelqu'un qui est différent qu'à quelqu'un qui est le même. On peut même plus dire des choses des fois à quelqu'un qui est différent qu'à quelqu'un qui est le même. Donc voilà, donc cette question du thérapeute de la même origine, elle n'est pas évidente. Et donc j'ai été amené à faire la part des choses là aussi et à dire qu'au contraire, celui qui est étranger et qui demande à être reconnu et accueilli, il doit avoir le choix de son thérapeute. Et ça, c'est l'autre, disons, bataille que nous menons, évidemment, qui est celle de la pluralité culturelle, du multiculturalisme. Et c'est ce que nous enseigne le migrant. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de culture pure, il y a un mixage mondial, comme vous le savez. Et les situations que nous vivons tous les jours, eh bien, les étrangers les révèlent avec un grossissement et avec des situations qui sautent aux yeux. Voilà, donc dans ce livre, enfin, bien sûr, ça débouche forcément sur des considérations concernant la maladie. C'est-à-dire qu'au fond, la maladie ne peut pas être vue que sous l'angle de la médecine. Elle soulève des questions
humaines qui sont au carrefour à la fois de la sociologie, de l'anthropologie, du politique. Il y a aussi un petit passage sur Marcel Mauss que Mehdi Aliwa avait apprécié, sur le magistral essai sur le don de Marcel Mauss, que je ne saurais que vous conseiller, et où justement il insiste sur l'importance de la relation humaine dans ce qui est donné, dans ce qui est reçu, et dans le fait que tout n'est pas dans l'utile. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un uniquement sous l'angle utilitaire, on croit que, je veux dire, on le mercantilise. Alors que celui qui souffre, la maladie, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a des symptômes, qui insiste, ce n'est pas quelqu'un qui cherche une revendication. Il aimerait bien s'en sortir. La preuve qu'il ne cherche pas une revendication, c'est que, à force de souffrir, il finit par perdre ses droits et avoir beaucoup moins que ce qu'il aurait eu s'il arrivait à travailler. Donc, ce n'est pas en s'arrêtant qu'il obtient des satisfactions. Alors voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra discuter, et des éclaircissements que je peux bien sûr vous apporter. Aujourd'hui, nous sommes interpellés par, comme vous le savez, la question des migrants subsahariens et les autres. D'ailleurs, il y a aussi les réfugiés syriens, et aujourd'hui, les déplacements de population n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Simplement, ce que j'ai été amené à constater, et c'est ça qui fait aussi l'actualité de ce travail, c'est qu'on rencontre les migrants subsahariens rencontrent des problèmes de rejet à l'identique de ce que nos propres maghrébins compatriotes rencontrent en France. Et donc l'intérêt de cette migration aujourd'hui, c'est non seulement de dire, bon, écoutez, ce que vous faites là, c'est exactement ce que vous risquez de subir, ou ce qu'ont subi nos aînés quand ils étaient en France, mais c'est aussi d'interroger la société d'accueil. C'est-à-dire que si on dit que la société marocaine est hospitalière, ça veut dire quoi être hospitalier? Ça veut dire accueillir que ceux qu'on a envie? Ça veut dire accueillir que ceux qui sont comme nous? Non, l'hospitalité, la vraie hospitalité, c'est accueillir celui qui est différent. Et à partir de là, évidemment, ça interroge beaucoup de choses dans notre société, dans le rapport à l'autre, dans la question des droits. Et les Marocains, je le dis, je ne le sais de le dire, peuvent beaucoup gagner à rencontrer l'autre et à prendre en considération cette dimension de la migration et de l'exil. Et ça va être, je crois, l'enjeu des années à venir, qui n'est pas toujours, ou peut-être rarement aujourd'hui, mesuré à sa juste valeur. Ça, c'est ce qui concerne la question de l'actualité. Pour finir, quand même, je voudrais souligner encore l'importance que j'accorde à l'exil. D'abord, la question de l'exil, elle est fondamentale. Pour le psychanalyste, il y a toujours une séparation. Dès qu'on quitte le ventre de sa mère, il y a une séparation. Quand vous quittez la maison, il y a une séparation. Quand vous allez quitter le pays pour aller à vos études, il y a une séparation. Et dans cette séparation, heureusement qu'il y a des séparations, sinon on resterait toujours justement confiné chez soi. Et les jeunes le savent bien. Les jeunes, quand ils disent, les jeunes, il y a un mot, donc ça, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière, le mot des jeunes, c'est « je veux sortir ». Mais bon, mais moi je ne l'entends pas que comme les parents le disent. Les parents disent, ils veulent toujours sortir, ils veulent tout le temps sortir. Ce n'est pas que sortir dans la rue, c'est sortir aussi des modèles. Et l'exil, il a ceci, si vous voulez, qui permet de sortir, de s'exiler, pas simplement géographique, mais il y a l'exil comporte une dimension psychique aussi. C'est-à-dire, l'exil est aussi un exil psychique. Et je dis toujours qu'il y a de la création, il y a de la fondation dans l'exil. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je vous l'ai dit, la question des déplacements aujourd'hui, elle est devenue la norme. Ce n'est plus une question marginale. Les déplacements des gens, individuellement ou en groupe ou en population, sont devenus aujourd'hui la norme. Donc c'est une des grandes questions de notre temps, à côté de l'économie, l'écologie, les droits des femmes, etc. Et la troisième chose, c'est la question des identités. Vous êtes jeune, vous le savez très bien. Vous savez combien vous êtes à la fois porté vers des choses qui sont liées à notre culture et à des choses qui sont liées à d'autres cultures. Et que vous avez au fond, ça les jeunes le montrent très très bien, les jeunes adhèrent à plusieurs identités, peuvent avoir plusieurs
appartenances, par exemple, culturelles, peuvent fêter plusieurs cérémonies, etc. Et c'est là que je me distingue de ceux qui parlent de la schizophrénie marocaine. Moi, je dis non, c'est plutôt une identité plurielle. Donc voilà, en ce qui concerne les points sur lesquels j'insistais sur la question de l'exil. Et on pourra, j'espère, parler plus précisément de l'exil concernant les jeunes, concernant les jeunes et la politique, ou le politique, hein, comme vous l'entendrez. Surtout parce que l'importance que je donne à des rencontres comme celle-là, c'est la question de la transmission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à la fois à transmettre, c'est dans ce sens que j'ai fait un travail de mémoire et je suis revenu d'un passé d'il y a 30 ans à aujourd'hui en posant les questions, mais aussi parce que aujourd'hui, les adultes ont des choses à transmettre et aussi des choses à apprendre des jeunes. C'est vraiment ça la transmission. Aujourd'hui, la transmission, on le voit à travers les réseaux sociaux, hein, la transmission, elle est verticale, mais elle n'est pas simplement dans un sens, ascendante, descendante, elle est aussi descendante et montante. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Jalil Benani. Un petit mot pour mettre en discussion avant de passer au débat. Effectivement, ce qui est, moi je trouve passionnant, et on avait, s'il vous plaît, pas fini. On avait eu l'occasion déjà de débattre comme cela à l'Institut français avec Jalil Benani. Ce que je trouve intéressant, c'est cette dimension temporelle. Et c'est vrai que finalement, nous ne sommes pas suffisamment historiens ou nous avons une vision de l'histoire un petit peu surannée. La dimension temporelle est quelque chose d'important. On vient de la voir avec la dimension intergénérationnelle, la question de la transmission des différentes générations qui peuvent communiquer de manière plus ou moins conflictuelle. Mais bien sûr, la migration, c'est toujours une histoire temporelle. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on part de quelque part, l'exil tel qu'il a été dit, on a toujours un lien fort qu'on garde avec le pays ou avec les lieux d'où nous sommes partis. Par exemple, vous partez de chez vos parents et vous avez toujours votre chambre ou les lieux dans lesquels vous étiez. Plus vous allez grandir, vieillir maintenant, c'est fini, vous grandissez plus trop, plus vous allez vieillir. Oui, moi aussi, comme j'ai vieilli, ça me permet un petit peu de défouler sur vous, transférer. Comme vous allez vieillir, et oui, votre chambre, vos habitudes chez vos parents auront déjà changé. Et même le regard de vos parents aura changé. C'est ce que vivent les migrants. Ils ont toujours une idée, une sorte d'idée imaginaire, fantasmée du pays d'origine, la société d'origine. Ils espèrent toujours revenir un petit peu comme des vainqueurs et retrouver le même plat qu'a préparé la maman, les mêmes amis. Oui, mais entre-temps, ces amis aussi ont continué leur vie, la mère aussi a vieilli, et des choses, l'eau a coulé sous le pont. Et donc, eux-mêmes ont une image du pays qui est des fois encore plus caricaturale, chez certains migrants, que peuvent l'avoir même les sociétés d'accueil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous soyez aussi capable de vous projeter, non seulement dans l'avenir, mais aussi dans le passé, ce qui peut paraître bizarre, et en pensant que la vie, c'est parfois des allers-retours, mais c'est aussi des ruptures. Et en cela, la question de l'exil est une question qui me paraît centrale. Autre élément, la dimension politique, c'est ce que dit Jalil Benani dans son ouvrage. Le concept de sinistrose, certains d'entre vous ont entendu parler en France, il a été repris par un ministre, si je ne m'abuse, français, Raymond Barre, qui était un chercheur en économie aussi, mais à ce moment-là, il n'était que politique. Et pour parler de la situation de la France sombrait dans une sinistrose. C'était bien sûr la fin des 30 Glorieuses et le début du chômage de masse et de la désindustrialisation de la France. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de prégnant dans la question migratoire. Ça a été dit, bien sûr, ça met en avant, ou en tout cas, ça peut montrer certains éléments de la société. Ça questionne, l'altérité nous oblige à nous questionner sur ce que nous sommes. Mais il y a une sorte de... Comment dire, les frontières, on va dire, entre le politique et le social, entre le culturel et le politique, sont extrêmement friables. Il y a une tendance très rapide à passer au politique lorsqu'il s'agit de la question migratoire. Très rapidement, on a des questions où on se pose des questions sur les migrants, où les migrants nous posent des questions et la réponse est immédiatement politique. Même sous couvert d'une certaine vision exotique, culturaliste, en réalité, c'est toujours la question politique qui est posée. Je pense que c'est ces deux éléments-là, la dimension temporelle, le temps qui coule, les générations qui passent, les échanges, et quelle possibilité de lien social, quelle possibilité d'échange,
Et la question du politique, je pense que ce sont deux choses qui devraient vous intéresser et faire partie du débat d'aujourd'hui. Pour finir, oui, la question des migrants originaires des pays d'Afrique subsaharienne au Maroc nous questionne. La première des réponses qu'ont donné les Marocains, c'est une réponse proche de celle des Français qui disaient le trou de la Sécu, nous n'avons plus d'argent pour soigner les migrants. Au Maroc, c'est pas le trou de la Sécu, nous sommes un pays pauvre, on n'a pas la place pour soigner les migrants, on ne soigne même pas les Marocains, pourquoi on va soigner les étrangers? Vous voyez, donc c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de lieu, c'est vraiment une question particulière d'une société nationale qui a une vision par rapport à l'étranger, qui est toujours une vision politique, de questionnement en tout cas. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il vient perturber? Pourquoi veut-il profiter de notre système? Le débat est ouvert. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre les 3 pistes que je vous ai données. Hein, c'est complètement ouvert. La parole est à la salle. Bonjour Monsieur Benani. Je vous remercie pour cette intervention fructueuse et assez concise. Ma question est par rapport à votre parcours comme psychiatre. Est-ce que vous avez déjà rencontré des profils ayant réussi à s'intégrer en France, étant exilés, et donc qui ont eu des parcours assez un peu mitigés, des expériences un peu dures, mais qui ont quand même réussi à s'intégrer? Et puis, j'aimerais bien savoir comment l'exil arrive à forger la personnalité des migrants qui ont des problèmes pour s'intégrer. Merci. Bonsoir monsieur. Je sais, pour vous avoir lu, que vous êtes assez proche des idées vous vous inscrivez dans la suite de la pensée de Jacques Lacan, notamment en ce qui concerne la proximité entre les aspects pathologiques, médicaux et les sciences sociales. Il est une migration qui nous interpelle aujourd'hui. C'est celle de ces musulmans qui vont combattre au Proche-Orient, etc. Et se pose la question de leur responsabilité, en réalité, et la question, parallèlement, de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que on ne sait pas s'ils sont responsables, ils doivent être tenus pour responsables, ou s'ils sont simplement instrumentalisés. J'aimerais savoir votre point de vue de praticien sur cette question, et de psychanalyste. Merci. Bonsoir. Je suis étranger à votre amphi. C'est juste une question subjective, très subjective. Est-ce que Charibi, Benjeloun et les autres ont la maladie de sinistrose? Est-ce qu'ils étaient bien intégrés? Est-ce qu'ils ont souffert de ce que vous appelez sinistrose? Merci. Alors, l'exil réussi. Bien sûr, heureusement. Bien sûr. De même que j'ai souligné que le migrant soulève à la fois les questions liées à la société d'accueil et à la société dont il part, de même, si vous voulez, dans la structuration de la personnalité, c'est quelque chose à prendre en considération fondamentalement. Ce que j'ai voulu souligner, c'est que dans la vie, il y a des priorités. Je veux dire que si quelqu'un a besoin de manger et de se loger d'abord, on donne priorité à ça. Après, il sera plus à l'aise pour parler de ses problèmes personnels. Mais si on lui dit « parle-moi des conflits que tu avais avec ta mère alors qu'il est encore dans la rue », c'est une caricature, mais c'est des choses comme ça qui existaient. Et évidemment, il refusera de parler de son histoire personnelle. Donc, concernant l'exil réussi, justement, je dis toujours que l'exil réussi, c'est quelque chose qui prend en compte et les éléments de la culture où il vit et les éléments de la culture dont il est originaire. Il y a eu des débats assez houleux avec les tenants d'une certaine branche de la psychiatrie qui s'appelait l'ethnopsychiatrie, qui considérait, que j'ai critiqué fortement, qui considérait que si quelqu'un est malade, il doit aller se soigner chez lui. Ou alors, s'il ne peut pas aller se soigner chez lui, on va le soigner avec ses moyens à lui. Par exemple, si les gens sont habitués à aller voir un marabout ou un fré, s'il ne peut pas aller chez lui se soigner, on va égorger un mouton ou un coq
et dans le pays où il est. J'ai critiqué fortement ça, parce que d'abord c'est une caricature de la tradition, c'est du culturalisme qui ne prend pas en compte le fait que la personne est déjà partie. Elle est déjà en rupture avec la tradition, puisqu'il a parlé du mot rupture, c'est un mot important. Dans l'exil, il y a une rupture. Donc cette rupture, où elle est assumée, effectivement, et elle permet d'aller vers autre chose, c'est tout le bénéfice des séparations. Je veux dire que pour aller vers le nouveau, il faut toujours se séparer. Mais pour certains, la séparation est plus difficile. Et c'est là qu'effectivement joue la question des premières acquisitions. Il y a des travaux sociologiques, c'est Bernard Lahire qui a montré que, au fond, les enfants qui étaient dans des milieux défavorisés n'étaient pas tous en échec scolaire. Et alors de quoi ça dépend? Ça dépend des premières acquisitions. C'est-à-dire qu'un enfant, les 2 premières années, qui a acquis une bonne sécurité affective, il peut évoluer. Vous voyez, il peut évoluer, il peut franchir les difficultés. Un autre, même s'il a des facilités matérielles, il ne va pas pouvoir évoluer. Donc voilà, la question de l'exil réussi, d'abord elle existe, et elle doit intégrer tout ça. Maintenant, forger sa personnalité, ça répond un peu à l'autre question, hein, forger, c'est-à-dire que c'est au fond comment avoir la capacité d'intégrer du nouveau et d'être sans renoncer à sa culture première ou à sa culture d'appartenance, comme on dit, mais c'est un mot de toute façon qui est très très critiquable. Disons que sans renier son histoire, je préfère dire ça. Parce que le problème qui se pose, par exemple, dans l'exil, et qui peut se produire même chez des gens qui ont envie de partir, ailleurs c'est mieux. Bon. Le problème qui se pose, c'est que soit il peut y avoir un départ, mais alors qui renie complètement l'histoire ancienne, et donc qui rejette, si vous voulez, tout ce qu'il en est de son passé, c'est un problème. Et il y a ceux qui, au contraire, une fois là-bas, éprouvent de la nostalgie et se mettent à vivre d'une façon nostalgique, caricaturée, les éléments de la tradition. Et les deux ne sont pas une solution. Donc c'est dans un équilibre, justement, entre le passé et le présent que peut se forger dans l'exil la personnalité. Pour les musulmans, grande question. On a jusqu'à 11h du soir. Alors, grande question. Non, l'élément essentiel. D'abord, vous savez, quand on parle de ceux qui sont instrumentalisés, il faut reconnaître aujourd'hui une chose. C'est que quand la culture d'origine des parents a été décriée, quand des jeunes ont grandi, mettons en France, ou au Danemark, ou en Hollande, et qu'un jour ils sont confrontés, par exemple, à leur arrivée au Maroc, en Algérie, ils ne se reconnaissent pas dans ce pays-là. C'est-à-dire que ce n'est pas leur appartenance identitaire. Et comme ils ont vécu du rejet dans la société où ils vivent, ils ne se reconnaissent pas non plus. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui leur permet un accrochage, c'est une identité religieuse. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent, ils vont se mettre à se reconnaître plus dans l'identité religieuse que dans une appartenance géographique, culturelle ou nationale. Et ça c'est très, très important. Et on voit bien aujourd'hui que des communautés se forment plus autour d'identité que d'appartenance géographique. Vous allez avoir dans la même communauté un Marocain avec un Afghan ou avec un Syrien, vous voyez, et donc autour de cette identité religieuse. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le religieux. Ça, c'est une autre affaire. Donc, l'instrumentalisation, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que du moment qu'ils sont en échec et qu'il y a cette identité religieuse, eh bien, évidemment, pour eux, il y a des porteurs du discours religieux et qui leur dictent, à la manière d'un gourou, évidemment, les conduites et ce qu'il faut faire, puisque les promesses de la société d'accueil n'ont pas été réalisées. Il y a des promesses dans l'au-delà qu'on peut leur avancer. Maintenant, concernant, mais vous me posez la question en tant que praticien, il y a comme un état d'hypnose dans ces situations-là. C'est-à-dire que, vous savez, ceux qui effectuent des actes,
des actes meurtriers, n'est-ce pas? Ils exécutent, hein, c'est-à-dire qu'ils sont sous des conduites comme en état d'hypnose et sous des ordres. Et c'est pour ça qu'au niveau psychologique, ce qui est fortement étonnant, c'est que il n'y a pas, dans le moment où ils exécutent en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en sera plus tard, il n'y a pas la culpabilité, parce que c'est le chef qui a ordonné de faire telle et telle chose. Et aujourd'hui, ça soulève encore, troisième point, toute la question des réseaux sociaux, puisque finalement, c'est des choses qui sont maintenant, c'est pas simplement dans une secte définie dans un lieu ou dans un pays, c'est mondialisé. Ça veut dire qu'à travers des réseaux sociaux, on peut effectivement instrumentaliser, endoctriner. Et il y a des scientifiques qui ont donné des comparaisons. Vous savez, le cerveau, c'est quelque chose d'infiniment petit et infiniment grand, hein, parce qu'il y a des milliards de neurones, de connexions, etc. C'est comme au fond, si les réseaux étaient une sorte de, pour parler métaphoriquement, c'est comme s'il y avait un prolongement, vous voyez, de ce qui... Parce qu'il y a vraiment une emprise sur le cerveau des réseaux sociaux quand des gens sont endoctrinés. Mais ce n'est pas n'importe qui est endoctriné. C'est quand même, bon, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui utilisent au mieux, pour le meilleur, les réseaux sociaux, mais d'autres les utilisent en fonction de leur personnalité, qui ne leur permet pas de sortir de leur isolement ou de leur timidité, mais qui au contraire les enferme davantage. Voilà. Réponse à l'instrumentalisation. Concernant les écrivains, non, ils ne sont pas sinistrosés. Au contraire, ils ont réussi grâce à l'écriture. Donc, ils sont pas. Le sinistrosé, c'est quelqu'un qui s'enferme dans son corps parce qu'il n'a pas eu. J'aime bien dire que celui qui est exilé, qui souffre, etc., il a un dernier refuge, c'est son corps. C'est ça la maladie. Elle exprime quelque chose où, quand on peut plus, quand on peut pas, quand on n'a pas les mots, quand on peut pas s'exprimer, et quand on n'a plus les mots, ben on peut tomber malade, on peut même mourir si on ne peut plus, parler. Les écrivains, ils s'expriment, mais vous citez des noms connus, mais ils ont réussi. Et même, je vais vous dire, hein, même, ils nous ont beaucoup aidés, nous, les psychanalystes, parce qu'ils ont commencé à dire des choses que les gens ne pouvaient pas dire. Ils pouvaient écrire sur les tabous, et critiquer l'autorité patriarcale et tout ça. Et donc, par l'écriture, ils ont subverti des choses. Et moi, je dis toujours qu'ils ont précédé les psychanalystes. Bonjour. Léa Baudier, deuxième année à Sciences Po. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme est curieux de l'ailleurs, il veut partir, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, comme on dit. Et en même temps, on constate que quand cet ailleurs vient à lui, quand l'autre vient chez lui, il est animé par la méfiance et par la crainte. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe de la nature humaine? Bonjour, Shorouk Louali. Certains migrants se sont effectivement rejetés et par leur pays d'origine et par le pays d'accueil. J'aimerais bien savoir, selon vous, en tant que psychanalyste, comment ils gèrent cette double absence. Comme il avait dit Abdelmalek Saïd, ils sont ni d'ici ni d'ailleurs. Ils sont d'où alors? Bonsoir, Mabrouk Issami, 3e année Sciences Po. En fait, on dit souvent que le déracinement détruit tout, sauf le besoin de racines. Et donc, j'aimerais savoir si ne serait-ce pas plutôt pour les populations immigrées dans des civilisations, dans des sociétés occidentalisées, ne serait-ce pas leur incapacité à se réenraciner dans ces sociétés et à s'adapter à ce mode de vie occidental qui les pousse vers d'autres modes de vie alternatifs et vers parfois des régressions, on va dire, barbares, comme le salafisme ou autre. Voilà. J'ai été pris de court tout à l'heure par M. Aliwa, donc je tiens à me rattraper, comme on dit.
Donc en fait, vous avez parlé qu'il fallait pas réellement renoncer à sa culture, puisqu'il y a quand même une rupture avec la tradition, vu qu'un migrant cherchera toujours dans une civilisation occidentale à essayer de trouver quelqu'un qui vient du même pays que lui pour l'aider ou quoi que ce soit. Donc comment faire pour que justement l'exil ne soit pas le simple lieu de lamentation et du désir de retour? Voilà, merci. Bon, c'est une bonne question hein, sur comment ça se fait que, au fond, celui qui peut avoir vécu le rejet peut se mettre lui-même à reproduire le rejet. Enfin, il y a un retournement auquel on assiste et qui est tout à fait intéressant aujourd'hui. Donc, je vais vous parler comme psychanalyste. Si on prend les choses au niveau de ce que le psychanalyste appelle le moi, c'est-à-dire qui fait le compromis entre ce qui est inconscient et entre ce qui est conscient, si vous voulez. C'est-à-dire ce que vous pensez aujourd'hui, par exemple, ou si vous dites je suis une étudiante deuxième année et voilà, et je suis bien dans ce cours, etc., ou dans cette conférence, vous le pensez consciemment. Ça se joue au niveau du moi. Donc, on a une tendance naturelle, si vous voulez, à accepter ce qui nous ressemble à première vue et à rejeter ce qui est différent. Et quand on sent que ce différent, c'est quelque chose qui n'est pas bon, ou quand on pense qu'il n'est pas bon, qu'il est hostile, qu'il est que c'est pas bon pour nous. Il y a de toute façon un tri. Le moi, il fait toujours un tri dans les relations, toujours. Et c'est ça le grand apport de la psychanalyse, c'est que des fois, vous pensez que quelqu'un n'est pas bon et qu'il est mauvais ou qu'il vous en veut ou que c'est lui qui veut vous détruire, mais quand vous réfléchissez un peu, vous vous rendez compte que c'est parce que au fond, c'est quelqu'un qui évoque en vous quelque chose que vous ne vouliez pas voir et sans réaliser, cette personne vous rappelle des choses que vous n'avez pas envie de voir. Et dès le moment où vous réalisez ça, cette personne peut vous devenir non seulement moins hostile, mais peut-être même sympathique parce qu'elle vous a fait comprendre quelque chose de vous. Alors là, on est dans un autre étage. Dans l'autre étage, vous savez, dès les premières identifications, dès les premières structurations de la personne, il y a chez tout individu du bon et du mauvais. Chez tout un chacun. Et donc, les premiers développements consistent à rejeter de soi ce qui paraît mauvais. C'est-à-dire quelque chose qui est en nous et qu'on rejette parce que justement, il faut garder le bon pour pouvoir être bien, pour avoir une sécurité. Ça se joue très très vite. C'est ce qui explique aussi les mécanismes d'amour et de haine d'ailleurs. Hein, voyez, je veux dire que quand on hait dès le début, c'est une façon de se défendre. Hein, et c'est après qu'on peut dire, bon voilà, maintenant que je me suis bien défendu, je peux être à l'aise pour aimer ou pour composer entre l'amour et la haine. Donc, les processus mauvais, c'est-à-dire la question de l'autre, elle est constitutive de la personnalité. C'est ça qui fait l'ambiguïté, la complexité, l'ambiguïté de ces deux tendances chez l'être humain. Vous voyez ? Et qui ne sont pas résolues d'ailleurs. Elles ne sont pas résolues. Et c'est pour ça que, au fond, à la fois sur le plan social, on dit, bon, écoutez, il faut voir ce que peut nous apporter l'autre. Mais au niveau individuel aussi, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il révèle de mauvais en moi? Quelles sont les peurs que j'ai et que je mets sur lui? Après tout, j'ai peur, mais ce n'est pas forcément lui qui me fait peur. Ce n'est pas parce que justement, il est là, il n'est pas comme moi, il ne me ressemble pas, ou il n'est pas de ma famille ou de mon groupe social qui fait peur. Mais si je pense qu'il fait peur, je commence à me protéger et ça m'évite de penser à ce qui est mauvais chez moi ou à ce qui est même agressif chez moi. Parce qu'après tout, hein, je veux dire, la peur, elle peut être liée à l'agressivité, le rejet, etc. Donc c'est une façon, l'être humain, il est comme ça, et il a tendance à penser qu'en rejetant les autres, lui, il est mieux. Seulement, ce n'est pas comme ça qu'il évolue, et c'est pour ça que la question reste difficile et ambiguë, et que la peur, c'est quelque chose de complexe, qui est subjectif. Ce n'est pas forcément l'autre qui fait peur, ce n'est pas forcément l'autre. Il y a du mauvais, il y a de la peur, il y a de l'agressivité en nous. Donc c'est ça un peu
l'ambiguïté et la complexité. J'espère que j'ai répondu. C'est un peu complexe, mais c'est quelque chose sur lequel on se penche beaucoup. Comment on gère la double culture en étant d'ici et d'ailleurs? Il est certain que quand on quitte des éléments de sa tradition, on rompt d'une certaine manière avec des choses qui sont dans nos coutumes, dans notre affect ou dans nos habitudes. C'est-à-dire que il y a une rupture, mais la rupture ne veut pas dire, c'est ce que je disais, renoncer à tout. Et donc, ce qui peut être réussi dans la façon de gérer les deux, c'est comprendre des éléments de l'un et de l'autre qui correspondent au fond à son économie psychique. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La culture, c'est pas... La personnalité ne se définit pas par la culture. La personnalité se définit par les premières acquisitions, par le langage, justement. Notre collègue disait que je suis lacanien. On entre au monde dans le langage, avec le langage. On n'entre pas dans le monde avec la culture. La culture, c'est un habillage. C'est-à-dire que quand on vous dit, il faut respecter ton père, ou il ne faut pas avoir de l'irrespect vis-à-vis de tes parents, etc., je veux dire, ça soulève la question de l'autorité, ça soulève la question du rapport aux ascendants, ça soulève la question de l'identification aux parents. Donc, chaque culture a ses modes d'habillage. Alors, c'est pour ça qu'au fond, ce qui compte, il y a la personnalité, la façon dont elle est entrée au monde, dans le langage, dans les premières structurations, et la façon dont elle habille. Moi, si j'ai une assise suffisante, je dis moi, pas moi, je veux dire que ceux qui ont une assise suffisante et une sécurité de base peuvent aller vers plusieurs langues, plusieurs cultures. Le problème, c'est quand aujourd'hui, et on le voit bien, à travers les ravages qu'a fait l'enseignement marocain, on voit bien comment des jeunes n'ont acquis ni une langue ni l'autre, et c'est ça la difficulté qui fait que justement ils ne peuvent pas aller. Alors que quand il y a des bonnes acquisitions au début, après on peut aller vers plusieurs cultures, plusieurs langues, etc. Donc la façon de gérer, elle dépend d'eux. Mais si on se met du côté du politique, elle dépend aussi des structures qu'on va mettre en place pour... Quand il vous dit, il tient un discours politique, c'est-à-dire qu'il met la souffrance et sa part subjective sur le compte d'une autre dimension. Maintenant, évidemment, il y en a qui portent les choses devant la justice, mais ça réussit très rarement parce que les institutions sont plus fortes que les avocats. Il y en a qui portent ça dans le syndicalisme, et il y en a évidemment qui vont se politiser. Donc, je n'ai pas suivi spécialement des gens qui ont suivi un cursus, mais le discours, je veux dire, l'appel au discours politique, il est là. Oui, non, vous avez raison sur les régressions barbares, c'est comme ça que vous avez appelé. Non, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que quand on s'éloigne, disons, des racines, vous savez, c'est pas pareil. Moi, je parle de l'exil subi et de l'exil choisi. Si Mehdi Aliwa ou Jalil Benani décident demain d'aller travailler en France ou de faire des va-et-vient, et moi je voyage beaucoup, c'est vraiment des moments d'exil qui sont choisis, et je renonce pas à ma part, disons, marocaine, et en même temps je travaille avec tout ce qui m'est offert à l'extérieur. Mais quand des gens sont dans des exils subis, des déracinements, des traumatismes, et qu'ils ne trouvent pas, donc ils n'ont pas choisi. Je veux dire, au contraire, ils ont choisi l'exil par mode de survie, puisque vous voyez bien tout ce qui se passe à travers les migrations clandestines. Je veux dire, c'est pas un choix. Je veux dire, c'est des modes de survie. Bon, ben évidemment, qu'est-ce qui peut se produire après?
le déracinement, il est là, il est manifeste, il est patent. Alors, si il y a des structures qui accueillent, qui sont des accueils, des structures d'accueil des réfugiés qui prennent en compte justement cette dimension de l'origine et du déracinement, et considérer que le déracinement peut être quelque chose de plus ou moins provisoire ou plus ou moins permanent, il n'y a pas lieu, disons, de voir qu'il peut y avoir une nostalgie particulière, mais si plus l'origine elle est niée, et plus effectivement il y a cette nostalgie, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, des identités religieuses auxquelles s'accrochent justement ceux qui n'ont plus ni l'identité du pays dont ils viennent, ni l'identité du pays où ils vivent, et ils trouvent cette identité-là, et ça donne lieu évidemment à tout ce que vous savez, toutes les dérives et toutes les instrumentalisations. Alors la dernière, c'était, est-ce que l'exil n'est pas un simple... Ah oui, oui, c'est les murs de lamentation. Les murs de lamentation. Non, moi je pense que l'exil peut être une très belle chose. Hein. Je pense que l'exil peut être une très belle chose. J'ai dit que l'exil comporte une dimension géographique, mais aussi une dimension intérieure. L'exil commence dans le pays où on grandit. Nous, par exemple, en parlant au moins 2 langues, vous voyez, on est quand même dans un exil de la langue, et vous savez bien tout ce que vous apporte. Moi, par exemple, ma langue maternelle, c'est l'arabe d'Arija, hein, et donc je m'exprime, j'écris en français, et donc ce que je peux écrire en français, je ne peux pas le dire en arabe, pas parce que je n'ai pas les mots, forcément, mais parce que, en me plaçant dans une situation où je suis à distance du maternel, je peux avoir une maîtrise, je peux avoir quelque chose où je crée, où j'acquiers quelque chose de nouveau, mais ça a commencé il y a longtemps, ça c'est pas maintenant. Et donc l'exil peut être, je disais tout à l'heure, source de création, et la rupture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le traumatisme, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que, vous savez, dès le moment où on parle, on coupe avec les premiers objets, les premières choses. Quand on désigne les choses par des mots, on coupe avec les choses. Donc voilà, l'exil, c'est pas que le mur des lamentations, c'est autre chose aussi, c'est aussi la création. Et c'est important de le dire, parce que quand on nous raconte l'histoire de schizophrénie ou de déchirement, etc., je dis toujours que le bilinguisme ou la double culture, etc., ce n'est pas qu'un déchirement, c'est une richesse. On arrive au bout du bout. D'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup de votre présence.